Hello à tous, vous allez bientôt passer la soutenance DWM et vous posez la question, quels sont les types de questions techniques que vous allez pouvoir avoir de la part du jury. Si ça vous intéresse, restez avec nous, on revient tout de suite. Ok, donc quel type de questions on va pouvoir avoir quand on passe l'assertif du coup DWM? Eh ben, on va voir ça ensemble. C'est parti. Alors ici, sur cette soutenance, on va pouvoir voir quelques questions. Donc avec tout le recul maintenant qu'on a avec des personnes qui ont déjà passé la soutenance. On va voir ça. Donc les questions qu'on va voir dans cette vidéo, c'est du coup qu'est-ce que l'architecture MVC rapidement comme révision, qu'est-ce que Twig, qu'est-ce que doctrine, présenter en détail les relations de votre base de données, on peut vous poser ça aussi comme question. Écrivez une requête SQL qui permet de faire telle ou telle chose. Effectivement, quelquefois on vous demande de coder du SQL en live sur un tableau, etc. Quelle est la différence entre une classe et un objet, et également qu'est-ce que get et post. Alors, ce n'est pas une vidéo de cours. Si il y a des points où effectivement ce n'est pas nécessairement clair, je vous invite du coup à regarder les autres vidéos qu'on tourne en expliquant en détail chacune des notions. Là, on ira plutôt vite. Comme ça, vous pouvez voir à peu près ce que vous pouvez en fait dire, quoi répondre en fait si on vous pose cette question. Alors du coup, c'est parti pour la première question. C'est qu'est-ce que l'architecture MVC? Alors, l'architecture MVC, c'est l'architecture qu'on peut utiliser lorsqu'on crée un site internet dynamique. Et ça demande tout simplement à scinder son code en trois parties. La partie M, la partie V et la partie C. Alors, la partie M, qu'est-ce que c'est? C'est la partie qu'on appelle la partie modèle. La partie V, qu'est-ce que c'est? C'est la partie vue. La partie C, c'est quoi? C'est la partie contrôleur. Alors, qu'est-ce que ça représente? Donc, ils sont super ces mots, mais qu'est-ce que ça représente? La partie modèle représente donc tout ce qui est en relation avec la structure de données, par exemple stockée en base de données. Donc ici, je vais mettre par exemple la BDD, d'accord? La vue, c'est tout ce qui est présentation, tout ce qu'on va présenter à l'utilisateur dans le cadre des sites internet et en particulier dynamique. Ça sera tout ce qui va permettre la génération de HTML. Et tout ce qui est contrôleur, c'est tout ce qui va effectuer les fonctionnalités. Je vais juste mettre ici les fonctionnalités. Voilà. Cette architecture permet d'organiser son code afin de mieux maintenir les sites internet qu'on produit. Parce qu'effectivement, ces trois axes peuvent évoluer d'une manière totalement indépendante. Vous voyez, vous pouvez ajouter des fonctionnalités sans seulement toucher à la vue ou à la base de données, comme vous pouvez modifier la vue sans toucher aux fonctionnalités ni à la base de données, ou vous pouvez modifier la base de données sans toucher aux fonctionnalités ni à la vue. D'accord ? Donc c'est d'habitude les trois axes d'évolution majoritaires pour un site internet, et le découpage est ici modèle, vue, contrôleur. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. Ce qui va être démarré en premier dans un site internet, pour le coup, c'est le contrôleur. D'accord? Si je vous le dessine autrement, en disant que vous avez ici un navigateur, d'accord, super, avec une personne derrière son navigateur qui est super contente. Voilà, et ce navigateur-là, dans une architecture client-serveur, c'est le client. C'est lui qui va émettre une requête HTTP vers votre back-end. Voilà, pour consulter par exemple le site. Donc quand il émet une requête HTTP vers votre back-end, le premier, dans l'architecture MVC, le premier qui va être exécuté, c'est le contrôleur. Le contrôleur, lui, c'est les fonctionnalités. Et n'oublions pas que même afficher en soi est une fonctionnalité. D'accord? Donc juste pour afficher la page, ça va effectivement passer par un contrôleur. Et ça n'a pas besoin d'être des fonctionnalités compliquées comme par exemple, enregistrer sans enregistrer, donc enregistrer un nouvel utilisateur ou des choses comme ça. Ça aussi, ça passe par le contrôleur, mais même pour des fonctionnalités toutes simples comme d'affichage, ça passe également par le contrôleur. Donc on passe par le contrôleur. Le contrôleur peut ou peut ou ne pas le faire, appeler
le modèle pour pouvoir récupérer des éléments en base de données. Voilà. Donc, alors je tousse, c'est juste que c'est pas le Covid, c'est juste que je suis allergique au pollen et du coup, effectivement là, c'est pas forcément la saison. Enfin, bref. Du coup, oui, le contrôleur peut appeler ou pas du coup le modèle. Afin de récupérer des choses en base de données. Alors pourquoi je dis peut ou pas? Parce que ça dépend des pages tout simplement. D'accord? Si vous affichez une page d'un catalogue d'un site e-commerce, bien sûr que ça fera appel à la base de données pour afficher tous vos produits. Mais si par exemple c'est une page, on va dire, de contact qui envoie un mail à la fin, voilà, pas besoin d'appeler la base de données. D'accord? On affiche directement une page de contact et du coup au clic du bouton, on envoie un email. Ça n'a pratiquement rien à voir avec la base de données. Une fois que du coup le contrôleur récupère du coup tout ce qui est modèle, ben il va transférer du coup des données pour la vue qui va se charger en fait de mettre en place ces données dans le code HTML. Voilà. Donc une fois que la vue a mis en place du coup ces données là dans des variables par exemple dans le code HTML, donc on a du code HTML pur avec du coup les données qui sont à l'intérieur qui proviennent potentiellement de la base de données, je le répète, et ensuite c'est cette vue là qui est renvoyée du coup au client. Donc c'est bien du code HTML qui est renvoyé au client et le client lui il est content puisque c'est un navigateur, il comprend le code HTML donc c'est super. Au niveau code, d'accord, et en particulier le code au niveau Symfony. Et bien ici je vous ai fait une petite capture d'écran ici sur un contrôleur, donc ça c'est dans un contrôleur. Vous avez ici une entité donc qui appartient du coup au modèle, d'accord, donc je vais plutôt mettre M plutôt que E, et ici une vue en Twig. Et effectivement c'est ça qui se passe, vous voyez, c'est que la première chose, donc quand l'utilisateur arrive en fait sur ici la racine, donc on le voit à la route ici slash, et ben du coup c'est cette méthode qui va être exécutée. Voilà, cette fonctionnalité qui va être exécutée, c'est une fonctionnalité d'affichage. Ici, on demande aux commandes repository de faire un find all, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les commandes. À partir de ce moment-là, le repository forcément va faire appel au modèle pour récupérer des choses en base de données. Enfin, ce modèle-là, c'est comment il structurait du coup la commande en base de données. Ensuite, il le transfère du coup dans une variable Twig qui s'appelle commande ici. Et en particulier à ce fichier Twig qu'on voit index.html.twig dans le dossier admin commande. Le render, ici cette méthode là, va permettre du coup de fusionner un peu ou d'intégrer du coup la variable commande à l'intérieur du coup du Twig pour en produire de l'HTML pur. Donc on voit ici voilà ici ces petites instructions qui correspondent du coup au langage Twig qui va permettre de boucler sur les commandes et du coup de produire de l'HTML, voilà, de remplacer tout ça par l'ID de la commande, le prix total de la commande, etc. Et à la fin de produire de l'HTML pur qui sera renvoyé du coup au navigateur. Voilà pour l'architecture MVC. Donc après on avait une deuxième question. Qu'est-ce que Twig ? Alors ce qui est important à dire quand vous avez cette question, qu'est-ce que Twig? C'est déjà de dire ce que c'est. Donc c'est un moteur de template. Qu'est-ce que c'est un moteur de template? Un moteur de template, on va dire que c'est un composant qui va permettre d'assembler du texte. Voilà, pour l'instant, quand on peut dire ça, qui permet d'assembler du texte. Voilà. Alors pourquoi on utilise un moteur de template, c'est-à-dire quelque chose qui est capable d'assembler du texte dans notre site internet? C'est typiquement pour rendre notre vue un peu plus dynamique. Vous vous rappelez notre vue qui est codée en Twig? On ne code pas forcément directement en HTML parce que du coup on ne pourrait pas le rendre dynamique. Voilà, c'est-à-dire que si on veut afficher par exemple une page de profil avec les noms, etc., si on ne code que en HTML, comme c'est pas dynamique, ça va pas s'adapter à l'utilisateur. Donc il nous faut quelque chose d'un peu plus puissant qui a ces concepts de variables, peut-être de conditions et peut-être de boucles également, ces mêmes concepts qu'on retrouve dans des langages de programmation. Alors ici du coup on va utiliser Twig pour assembler du texte en fonction de variables en utilisant des boucles et des conditions. Ce texte là en particulier on choisira dans le cadre des sites internet dynamiques que ce texte là soit de l'HTML, c'est-à-dire des balises avec de l'HTML, comme ça à la fin de l'assemblage ce qu'on va obtenir c'est du code HTML pur. Voilà. Donc
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser du coup des variables qu'on va récupérer à l'aide par exemple du modèle. Donc en PHP, on va mettre du code Twig. Voilà, donc on a en .html.twig. Voilà, des fichiers comme ça, genre index.html.twig, des choses comme ça. On va le faire passer dans quoi? On va le faire passer dans Twig, qui est ce moteur de template, et qui va se charger d'intégrer les variables, du coup, avec le template ici, .html.twig. Et à la fin, comme il est spécialisé Twig, est spécialisé dans l'assemblage de texte, en se basant sur différents mécanismes comme les conditions, les boucles, etc. Et comme également, dans le .html.twig, le texte en question, c'est de l'HTML. Qu'est-ce que va faire le moteur de template Twig? Il va tout simplement assembler de l'HTML avec du coup des variables, des choses comme ça. Donc à la fin, on va obtenir de l'HTML pur. Voilà, HTML qui est prêt à être renvoyé au client directement. Voilà, donc ça, c'est pour qu'est-ce que Twig? Ensuite, une autre question qu'on a, c'est qu'est-ce que Doctrine? Alors, ce qui est important ici à dire, c'est que Doctrine est un ORM. D'accord? C'est pour Object Relational Mapping. Ou quelquefois on dit aussi Mapper. Mapping. C'est très bien. Et qu'est-ce que ça fait un ORM? Et c'est là qu'il faut expliquer ce que ça fait Doctrine, et en particulier ce que ça fait un ORM, puisque Doctrine est un ORM. Alors, un ORM, ça va permettre de switcher de logique. D'accord? Ça permet de switcher entre deux logiques. La logique relationnelle, basée sur des tables, et la logique objet. Voilà. Qui est la logique de la programmation orientée objet. Alors, du coup, comment ça marche? On a une logique relationnelle, du coup, avec des tables. Donc ça, ce que je dessine, ce sont des tables. Et l'ORM, il va faire l'équivalence, c'est-à-dire le mapping, l'équivalence, le mapping, avec, cette fois-ci, des objets qui peuvent être potentiellement connectés entre eux. Alors en particulier, je vais faire ça comme ça. Des objets qui sont connectés entre eux. Ça, c'est un ORM. Alors, sous quels critères il fait ça? Déjà, ce qu'il va faire, c'est la chose suivante. Il va retranscrire chacune des lignes ici. Alors, je vais peut-être choisir une autre couleur parce que cette couleur est un peu... ça se voit pas très bien, quoi. Hop, prendre du vert, c'est bien. Il va prendre chacune des lignes pour une table, ici, et il va les retranscrire chacune des lignes en objet. Donc, pour cette table-là, il va par exemple construire cet objet-là. Cette deuxième ligne, il va construire cet objet-là. Et pour la troisième ligne, par exemple, il va construire cet objet-là. Donc chacune des lignes correspond à un objet. Et l'ORM fait ça automatiquement. Ensuite, c'est pareil pour la deuxième table. Cette ligne-là va correspondre par exemple à cet objet-là. Cette ligne-là va correspondre à cet objet-là. Cette ligne-là va correspondre à cet objet-là. Si nos tables sont en relation entre elles, c'est-à-dire que par exemple on a une association entre les deux tables avec une cardinalité par exemple one to many ou many to one, et du coup automatiquement cet objet-là qui est par exemple lié avec cet objet-là, et du coup il va faire un lien entre les deux également. Cet objet-là qui est lié avec cet objet-là par exemple, ça peut être retranscrit avec ça. Et cet objet-là qui est lié avec cet objet-là, ça peut être retranscrit comme ça. En fait, ce qu'il fait, c'est que chacune des lignes, il va les transformer en objets. Et que dans les relations entre du coup les enregistrements d'une base de données du coup sous forme de table, puisque ça doit être une logique relationnelle, et du coup il va mettre également les objets en relation. Voilà. À quoi ça sert? Voilà. Que si en fait on a ce composant là qui nous permet de faire l'équivalence entre les objets ou l'orienté objet avec du coup la logique relationnelle, nous tout ce qu'on peut faire c'est qu'on peut juste se concentrer dessus et on peut développer purement en PHP avec du coup de la programmation orientée objet.
Et quand on développe avec de la programmation orientée objet, on développe juste nos objets et les relations entre les objets. On demande à Doctrine de mettre ça en base de données. Automatiquement, il fait l'équivalence, donc automatiquement, il fait le mapping et il arrive à créer du coup toute la base de données qui est derrière. Voilà. Donc en soi, nous, on développe beaucoup en PHP par exemple. Et on demande à Doctrine de faire son équivalence et du coup de développer lui la partie SQL en base de données. Voilà à quoi ça sert Doctrine, c'est un ORM. Ok, prochaine question. Qu'est-ce qu'on a encore? Waouh! Présentez en détail les relations de votre base de données. Alors là, j'ai pas forcément d'exemple, d'accord? Ça dépend des bases de données de chacun. Mais au moins, ce qui est important du coup à dire pour votre soutenance, c'est déjà dire le mot clé primaire ou primary key. Pour déjà dire que vous savez ce que c'est, hein, une primary key. Voilà. Donc, en expliquant du coup les différentes colonnes, les différents champs avec les différents types. Et ce qui est important à dire également, c'est de mentionner les foreign keys. C'est-à-dire les clés étrangères qui sont là pour stocker du coup la relation ou les associations / multiplicité. Enfin, la relation entre les différents enregistrements, d'accord? Donc les foreign keys, en disant bah ça c'est une foreign key, voilà, qui nous permet du coup de pointer vers tel enregistrement. Voilà. Ensuite, ce qui est important à dire également, c'est la cardinalité ou la multiplicité, c'est pareil, d'accord? Multiplicité. Ça, par exemple, c'est de dire tout ce qui est entre cette entité, par exemple cette entité, du coup, bon, si c'est une base de données entre cette table et cette table-là, les enregistrements, qu'est-ce qu'on a entre? On a peut-être du, many to one, ou peut-être du one to many, ou peut-être entre deux tables un peu plus éloignées, un many to many. Alors pourquoi je dis des tables un peu plus éloignées? Juste je vous rappelle comme ça en passant qu'un many to many dans la logique relationnelle demande forcément une table intermédiaire. Vous pouvez l'appeler une table de lien, une table de jointure, etc. Mais ça demande nécessairement une table intermédiaire. D'accord? Si vous avez encore des questions ou si ça vous semble pas clair tout ce qui est cardinalité, voilà, je vous invite à regarder du coup la vidéo qui est dédiée à ce sujet. Mais en tout cas, ça, c'est les points qui sont importants lorsque vous présentez les relations de votre base de données. Ok, ça c'est fait. Question suivante. Putain, c'est endurance, hein. Je vais boire mon café là. Écrivez une requête SQL qui permet... Ah oui, ça c'est dans le cadre où on vous demande du coup de coder en live, voilà, sur un tableau. Une requête SQL. Alors habituellement c'est des requêtes qui sont plutôt simples, par exemple comme écrivez une requête SQL qui permet de lister ou de récupérer tous les enregistrements d'une table qui s'appelle par exemple user. Dans ce cas là il faudrait écrire select étoile from user. D'accord. Voilà, donc cela c'est surtout des révisions. Idem, si vous avez du coup des questions sur ce que vous devez réviser en SQL, go la vidéo du coup dédiée à ce topic. Question du coup suivante. Quelle est la différence entre une classe et un objet? Alors, ça c'est pas facile déjà d'y répondre. C'est pas facile. Alors, déjà je pense que ce qui est nécessaire à dire, c'est que un objet, il faut faire la différence entre du coup ce qui est manipulable et ce qui est moins manipulable. Alors, allez, je vais vous dire ça. C'est que dans la logique de la programmation orientée objet, et en particulier, alors ici c'est la programmation orientée objet basée sur des classes, d'accord, puisqu'il existe différents types de programmation orientée objet. Ici on va parler de la programmation orientée objet basée sur les classes. Et qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on a deux choses différentes. On a du coup, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer des objets. Créer des objets qu'on pourra manipuler et dans lesquels on pourra stocker des données. Et ça, c'est des objets. Par exemple, un objet a cette tête-là.
c'est presque comme une table. Voilà. Ça peut contenir du propriété et des codes. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si on a un objet, on peut avoir du coup ici âge. Alors, pour que ça soit encore plus simple, on n'a qu'à le représenter du coup comme une vraie table, hein, comme une table dont on a l'habitude de faire. Donc, hop, 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 c'est qu'une seule ligne, d'accord? Et ici, par exemple, on aura âge, on aura peut-être prénom, on aura peut-être nom, et on aura peut-être dire bonjour. Voilà. Alors, ceci, d'accord, est un objet. Voilà, tout simplement. Alors, un objet a qu'une seule ligne. Hein. On ne peut pas en avoir deux. D'accord? A qu'une seule ligne. Et ça, c'est un objet. Alors, en particulier, si ici je rajoute des valeurs, par exemple âge 45, prénom Mike, voilà, nom Sup, et dire bonjour, ici c'est du code. Voilà. Donc, là où il y a du code, on va appeler ça du coup ceci, on va appeler ça une méthode. Et ça, on va appeler ça des propriétés ou des attributs. Ou des attributs. Voilà. Donc voilà. Et en bas ici, là, c'est ce qu'on appelle du coup, ici, hop, si je dois le mettre par exemple en violet, ça là, on appelle ça des valeurs ou des données. Voilà, ceci est un objet. Voilà, tout simplement. Donc les objets c'est cool parce que ça permet du coup, hein, on peut le mettre dans une variable et on peut du coup le passer au fur et à mesure et garder toujours une unité de données entre elles. Et en plus du coup on peut transporter du code aussi comme ici dire bonjour qui est du coup une méthode puisqu'on a du code du coup à l'intérieur. Donc ceci est un objet. Maintenant pour construire en fait un tel objet, ce qu'il faut c'est une classe. Parce qu'on ne peut pas construire en fait d'objets sans classe dans les programmations orientées objets, du coup basées sur les classes. Donc hop, comme le PHP par exemple. Hein. Donc en soi, ici, si on voulait construire un objet et pour pouvoir mettre des trucs à l'intérieur, bah, du coup il faudrait créer un objet vierge, déjà, pour pouvoir mettre en fait des choses à l'intérieur. Et une classe, qu'est-ce que c'est? Une classe, ça dicte en fait la structure que doit avoir l'objet pour construire un objet vierge. Donc ici, je vais juste enlever les données. Voilà, pour faire comme s'il était vierge. Alors, j'enlève pas le code. Mais voilà, comme si ici, bah, là, c'est un objet vierge. Voilà, dans lequel je peux mettre mes données à l'intérieur. Bah, pour construire ceci, j'ai besoin d'une classe. Voilà, une classe, c'est la structure d'un objet. Voilà, en particulier d'un objet vierge, si je peux dire même ça comme ça. Donc ici, la structure, ça va ressembler à quoi? Ben déjà, ça va ressembler à ça. On aura âge, prénom et nom. On aura toujours dire bonjour, parce que ça fait partie de la structure aussi. Là. Et on aura le code aussi dans la structure, puisque ce n'est pas une donnée. Donc ceci là, ça là, c'est la classe. Et à partir de la classe, bah, il est facile de construire un objet vierge. Voilà. Et dans l'objet, maintenant, on pourra mettre des données. Voilà, donc c'est quoi la différence entre une classe et un objet? Ben, déjà, une classe permet de construire, on dit aussi instancier un objet. Un objet peut contenir du coup des valeurs à l'intérieur. Sachez une chose, c'est que le code associé du coup à une méthode dans un objet est le même que celui qui a été mis dans la classe. La classe c'est la structure, mais vous voyez il n'y a que les valeurs par exemple qu'on n'y a pas, voilà, on ne précise pas à l'intérieur, alors que le code des méthodes bien sûr si. Voilà, donc voilà, j'expliquerai du coup ceci comme ça. Ok, allez, dernière question, et puis du coup on en a fini pour cette première préparation à la soutenance. Qu'est-ce que get et qu'est-ce que post? Alors là, encore une fois, complètement autre chose. Dans une architecture, alors
les choses qui sont importantes à dire, je dirais numéro 1, c'est architecture client-serveur. Changer de couleur parce que du coup ça fait les yeux sur du blanc. Architecture client-serveur. Je dirais aussi ce qui est important, protocole HTTP. Voilà. Et enfin, du coup, méthode HTTP. Ok. Donc, voilà, je pense que c'est les 3 choses que je dirais. Donc, 3 choses importantes. Donc, qu'est-ce que c'est get et post? Alors, get et post sont des méthodes HTTP. Voilà. Ça, c'est là. Si on me demande d'expliquer davantage, je dirais que du coup, dans une architecture client-serveur où un client émet une requête à un serveur et que le serveur du coup répond au client, voilà, ça permet du coup la communication entre un client et un serveur. D'accord, l'architecture client-serveur, voilà, le client émet une requête et le serveur émet une réponse. Dans cette conversation entre le client et les serveurs, il faut que ça se base sur des conventions de communication appelées du coup protocoles. Et un des protocoles du coup qu'on connaît, c'est le protocole HTTP. Voilà. Dans ce protocole HTTP, dans la requête HTTP, il est possible de préciser des méthodes HTTP. Par exemple, get, post, mais également d'autres comme par exemple put, patch, delete, head, etc., etc., etc. Voilà. Get et post sont les requêtes, sont les méthodes de requête HTTP du coup les plus connues. Voilà. Donc, quelle est la différence maintenant entre get et post? Alors, la différence entre get et post se fait surtout au niveau de la sémantique, c'est ce que je dirais. C'est que, en fait, le client peut utiliser du coup une méthode de requête HTTP pour un peu expliquer l'intention de sa demande. C'est-à-dire que s'il utilise get dans sa méthode HTTP, voilà, juste get là, hop, ça veut dire que potentiellement il voudra récupérer de l'information. Alors que s'il utilise pas get mais post, ça veut dire que potentiellement il voudra créer de l'information. Voilà, c'est ce que je répondrai. Ah, voilà. Donc, voilà, si vous avez du coup des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez également checker les différentes vidéos du coup qui sont faites sur les topics en particulier. Comme ça, peut-être que s'il y a des notions qui sont pas claires, bah, du coup vous pouvez, voilà, vous pouvez du coup les récupérer, bien les réviser pour votre soutenance. Et je vous dis juste à très vite. Alors en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à laisser nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup, dans l'attente, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.